Julie Mathusi, bonjour. Peut-on refuser d'avoir des relations sexuelles avec son époux d'après le Code civil? Alors oui, c'est là tout le paradoxe. Bien sûr, on peut refuser. Personne ne peut forcer personne. Encore une fois, on ne peut jamais forcer un tiers, quelqu'un d'extérieur. Mais si on refuse, il y aura des conséquences. Et les conséquences, c'est d'être en tort dans le cadre d'un divorce pour faute. Donc dans ce cas, le refus récurrent d'avoir des relations sexuelles devient un argument pour celui qui souhaite démontrer sa faute pour pouvoir divorcer. Et le refus récurrent peut même donner lieu à l'obtention de dommages et intérêts au profit de celui qui s'estime victime de ne pas avoir pu avoir suffisamment de relations sexuelles. Le devoir conjugal est-il couramment utilisé par les époux en cas de divorce pour faute? On le voit très souvent apparaître comme un argument invoqué en justice, mais il est rarement fructueux puisque souvent les juges vont considérer qu'il n'y a pas suffisamment de preuves, puisque c'est très difficile de prouver un manquement au devoir conjugal, puisqu'il faut aller dans l'intimité de chacun. Généralement, c'est parole contre parole, et du coup, il est rarement prouvé. Ce qui est intéressant, c'est que les juges disent pas « non, il n'y a pas de manquement au devoir conjugal » parce que ça n'existe pas. Moi, j'aimerais bien qu'ils disent ça, mais les juges ne disent pas ça. Les juges disent non, il n'y a pas de manquement au devoir conjugal parce qu'on n'a pas suffisamment de preuves. Ce qui sous-entend que s'il y en avait assez, il pourrait y avoir faute. Selon vous, la notion de devoir conjugal dans le Code civil peut-elle quelque part influencer les décisions des juges au pénal? C'est pas tant le devoir conjugal civil lui-même qui va exercer une influence sur le pénal. Je pense que le lien, il est un peu plus indirect que ça. C'est que le devoir conjugal civil lui-même, il vient au renfort d'une norme sociale qui est extrêmement forte et qui pèse sur les esprits de tout le monde. C'est-à-dire les femmes qui craquent, les juges qui jugent et les maris qui insistent. Si je schématise, bien sûr, que ça joue sur la perception que les magistrats ont des relations de couple, ça, c'est probable. En tous les cas, c'est une hypothèse crédible. Est-ce que, selon vous, le maintien de la notion de devoir conjugal est pertinent à l'ère de MeToo? À l'ère où on promeut un consentement authentiquement éclairé et on essaie de mettre à distance les relations de pouvoir et de domination qui peuvent s'exercer dans un couple autour de la question sexuelle, je crois qu'effectivement le devoir conjugal est affreusement daté et que sa suppression serait une excellente chose. Outre le fait qu'il sert très peu, finalement, il reste dans la loi avec un poids symbolique énorme, une utilité pratique quasi nulle, et on se demande pourquoi il est encore là. Et la seule voie pour changer les choses, ce serait soit une volonté très forte des avocats, des juges pour essayer de porter une nouvelle interprétation et de la faire passer auprès de la Cour de cassation, soit une volonté législative de se saisir de ce dossier-là et de changer la loi, sachant que c'est compliqué puisqu'en fait, en pratique, les effets du devoir conjugal sont rares. Donc en fait, ça motive personne à le supprimer.